Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Roulian Schmerkin, il est founder de Thugs Life. Comment tu vas, Roulian ? Écoute, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec toi dans Behind the Chain et je vais très très bien. Merci de poser la question. J'espère que toi aussi et que tu as passé un bon week-end. Je suis très content d'être là. Yes, carrément, la forme, et puis je suis très heureux de te recevoir. Voilà, on va parler de street culture et puis voilà, de ton parcours aussi très étonnant, de ton projet aussi qui est très original, donc ça va être un super épisode, j'en suis sûr. Écoute, je te propose sans attendre qu'on commence. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Alors effectivement, moi j'ai un background assez atypique et c'est vrai que j'ai eu plusieurs projets, on va dire, associatifs ou personnels, en side comme ça à côté de mon activité professionnelle. Donc j'ai eu un passif dans la politique où j'étais responsable du bureau Île-de-France au niveau de la communication. Et après j'ai également eu un bon pan de mon passé dans le gaming. J'ai géré j'ai créé et géré la communauté NBA 2KFR, donc qui est la communauté francophone pour le jeu de basket NBA 2K sur console. Effectivement, j'ai pu organiser déjà des événements, monter des communautés, donc j'avais quand même un peu d'expérience sur la création et le développement de communautés sur Discord, au niveau des réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui me plaît particulièrement et après je pense que je vais te laisser la suite pour détailler au niveau de ce que je fais maintenant dans le Web3, toujours autour des communautés. Ok, alors justement, est-ce que c'est cet aspect communautaire qui t'a attiré dans le Web3 ou c'est autre chose ? Voilà, ça a été quoi tes premiers pas dans le Web3 ? Clairement, c'est tout cet esprit un peu degen, communautaire, cette indépendance qu'on peut trouver. La possibilité de faire les choses aussi soi-même, de pouvoir build des choses, c'est clairement ces aspects-là qui m'ont attiré dans le Web3. En fait, je me suis clairement passionné par le Web3, mais ça a commencé par l'investissement crypto, un peu comme tout le monde, je pense. Moi, c'était en 2017 où j'ai commencé à investir dans le Bitcoin et dans d'autres crypto-monnaies. Après, je me suis intéressé petit à petit aux différents pans du Web3, les différents sous-domaines qui composent le Web3. Et donc, après on va dire les fondamentaux au niveau de l'investissement, je me suis penché sur le trading, également sur la DeFi à travers des blockchains comme Ethereum ou même celle de Binance, le BNB. Et puis j'ai fini par atterrir sur Solana pour la DeFi. Et de là, s'est écoulé un temps. Le temps s'écoulait tellement rapidement. Je pouvais amasser beaucoup de connaissances et c'est vraiment passionnant. Et je suis parti dans les NFT, le métaverse, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pu voir un peu tous les pans du Web3 et c'est tellement passionnant qu'on voit pas le temps passer en fait. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Franchement, j'invite tout le monde à essayer de s'intéresser au Web3 et pouvoir trouver sa passion dans le Web3 et avancer là-dedans, quoi. On peut tous être des acteurs du Web3, des builders. C'est ça qui est magnifique dans le Web3, en fait. On peut tous construire quelque chose à notre petit niveau, quoi. Bon, on sent quelqu'un de très convaincu. En tout cas, merci beaucoup voilà, pour cet enthousiasme. On sent aussi que tu as beaucoup digué. Et qu'est-ce qui fait alors justement que tu es passé, on va dire peut-être d'un trader ou d'un investisseur occasionnel à quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais builder mon propre projet et presque y passer, on va dire, du stade d'amateur au stade de professionnel dans le Web3 ? Alors effectivement, c'est un processus. J'ai d'abord commencé par créer une communauté dans le Web3 qui s'appelle Ami Crypto. Et c'était vraiment une communauté de partage et d'entraide
sur tous ces domaines-là. Vraiment, on avait un Discord qui était segmenté en fonction des différentes sections. Et effectivement, j'ai commencé d'abord par les amis crypto. Et quand je me suis mis dans les NFT et que j'ai vu qu'il était possible de pouvoir se lancer dans un projet NFT, on a vraiment commencé à s'ambiancer avec un ami graphiste qui est du coup le cofondateur du projet Tugs Life, et on s'est dit voilà, on aimerait bien créer des NFT, et c'est grâce à la communauté Ami Crypto que j'avais commencé à construire que j'ai trouvé des gens pour, on va dire, monter une équipe et lancer le projet. Donc c'est un peu un effet boule de neige, on va dire. À travers Ami Crypto, au début, j'avais voulu lancer un token. J'avais commencé à regarder un peu les smart contracts, etc., comment ça marchait. Donc je voulais lancer un token. Au final, j'ai trouvé personne de motivé pour m'accompagner dans le projet, donc j'ai laissé tomber parce que je voulais pas me lancer tout seul dans le projet. Par contre, quand il y a eu l'avènement des NFT, là, on a trouvé beaucoup plus de gens qui étaient motivés et qui étaient preneurs de l'offre que je leur proposais, qui était de partir dans une aventure NFT pour build quelque chose dans le Web3. On parlait de combien de personnes dans cette première communauté du coup? À Crypto, on était 300-400, quelque chose comme ça. Et sur ces 300-400 personnes, quand avec nos négocios, le cofondateur de Tugs Life, on a essayé de recruter pour indiquer à cette petite communauté qu'on avait commencé à construire, qu'on voulait partir dans un projet NFT et qu'on recrutait, qu'on cherchait des gens pour nous accompagner. On a eu 6-7 réponses favorables de personnes qui voulaient tenter l'aventure. Donc quand on a lancé Tugs Life, on était 8-9 quoi, à peu près. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le projet Tux Life autour des NFT. Ok, donc excellente transition. Et du coup, cette première communauté, est-ce qu'elle avait justement des ressemblances avec peut-être aujourd'hui celle de Tux Life, à savoir, je sais pas, les codes autour de la street culture, ou c'était un environnement qui était totalement différent? Effectivement, c'était complètement différent. Il y avait pas vraiment d'attrait à la street culture ou au gaming. C'était vraiment plus rapprocher l'humain, le côté humain. Donc, je faisais ce qu'on appelait des apéros crypto sur Paris. Donc, des AMA, des présentations, du partage, vraiment beaucoup de partage et d'entraide en fait, mais de manière généraliste, quoi. Alors écoute, maintenant je pense que il est venu le temps de nous présenter ce projet Tux Life. Et puis tu m'as parlé quand on préparait l'épisode justement de la Tux Family. Donc je pense que c'est intéressant aussi de parler de cette notion de family qui est peut-être même encore plus poussée que la notion de communauté. Donc voilà, je t'en prie, présente tout le projet. Dis-nous un peu voilà quelle est votre vision, quelles sont vos métriques, et qu'est-ce que vous proposez à votre communauté ou votre family comme tu dis. Ouais, complètement. Alors tu l'as bien dit. Effectivement, nous on essaye vraiment d'avancer en fait ce côté famille. On est parti du constat que justement, hein, c'était dans Ami Crypto à l'époque. On est parti du constat que quand on se passionnait, on se mettait à fond dans le Web3 et qu'on voulait en parler même tous les jours, pouvoir partager des connaissances, apprendre des nouvelles choses, etc. On pouvait pas le faire avec notre famille ou des amis proches, parce que souvent le constat c'était qu'on était le seul dans notre cercle proche à se passionner pour le Web3, les cryptos, les NFT, etc. Alors ça va changer petit à petit avec l'adoption de masse, mais toujours est-il que pour l'instant, je pense que c'est encore souvent le cas, même s'il y a de plus en plus de monde qui se passionne pour le Web3, on a quand même peu de personnes en qui on a confiance, avec qui partager ça presque tous les jours. Et donc du coup, l'idée de Tugs Life, c'est vraiment d'apporter aux gens un contexte, une famille, un environnement, pour pouvoir s'épanouir dans le Web3, dans la confiance, dans l'amusement, dans le fun et sans oublier cet aspect humain qu'on rappelle aussi souvent. Donc voilà, là c'est vraiment pour pouvoir être en famille et pouvoir partager des choses, apprendre au niveau de l'investissement NFT par exemple, savoir comment chercher des collections, profiter des bons plans des autres membres de la famille, se donner de la force, gagner en visibilité, gagner des followers, etc. Donc c'est vraiment de l'entraide, on est très soudés entre nous et il y a beaucoup aussi cette notion d'amusement, d'être cool, d'être vraiment c'est beaucoup moins sérieux que par exemple d'autres communautés ou projets où souvent ça parle d'investissement, crypto, etc. T'as des gens qui ont des profils assez sérieux, etc. Et donc voilà, là vraiment c'est la détente.
dans la Tux Life Family. La Tux Family, c'est vraiment cool. Donc voilà, on essaye d'apporter cet environnement de confiance et où il fait bon vivre pour pouvoir permettre un épanouissement à tout le monde dans tous les domaines du Web3. Ok, bah merci pour ces précisions. Effectivement, c'est plus clair. Du coup, c'est quoi un peu les grands axes de votre communauté? Enfin voilà, si on décide de la rejoindre, bah voilà, c'est quoi les avantages qu'on a à vous rejoindre plutôt qu'aller finalement dans un autre projet et investir du temps dans un autre projet plutôt que dans le vôtre? Alors avec Tox Life, nous, cet esprit familial, on veut le rendre, on va dire, permanent et on veut lui donner une vision sur le long terme. On a besoin de construire justement cette communauté et d'apporter une nouvelle valeur économique à travers la communauté. Et moi, j'ai d'ailleurs inventé un mot qui est communomie, en fait, qui est un mix entre les deux mots, hein, entre communauté et économie. Donc c'est la nouvelle valeur de l'économie à travers sa communauté. Et j'essaie de pousser cette notion justement pour mettre en valeur tout ce qu'on fait à travers le projet. On a plusieurs axes dans le projet. Donc avant tout, c'est une collection NFT qu'on peut appeler PFP, qui vient de Profile Picture, donc qui est en gros l'avatar qui va te représenter sur les réseaux sociaux. Ça, c'était vraiment la base, l'essence même aussi à la base du projet. Hein. On a un art sur les NFT en 2D qui plaisent pas mal aux gens, on a des très bons retours et on voulait que les gens puissent s'identifier. Hein. Il y a beaucoup de NFT qui sont partis sur des animaux, etc. Mais pour te représenter en tant que personne, pour que tu puisses t'identifier, nous on a jugé plus pertinent de faire partir sur une forme humanoïde, on va dire, sur des humains. Donc, on va dire que c'est des gars de la street, voilà, avec une influence street culture, pop culture. Donc, on a des attributs, par exemple, qui reprennent le scooter de Dragon Ball Z. Tu sais, le petit, le petit monocle augmenté qui te donne des informations sur la puissance de ton adversaire. Donc voilà, on a des petites références à des mangas, à la culture des années 90-2000. Donc voilà, et au-delà de ça, au-delà de pouvoir être représenté avec un avatar sur les réseaux sociaux qui vous correspond, qui vous plaît, derrière nous, on a plein d'axes. On a notamment l'axe gaming, où on a inventé un univers de jeu qui s'appelle War Thugs, où justement là on vient de recruter un game master, il est en train de préparer une saison et du coup les possesseurs de nos NFT pourront s'inscrire à une nouvelle saison de War Thugs qui se jouera sur Discord majoritairement, mais on va voir pour implémenter une nouvelle feature pour faire jouer le jeu. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant je peux pas trop communiquer dessus, mais voilà, on a ce gros axe gaming qui est omniprésent dans le projet chez Tugs Life, et notamment on va organiser des mini-jeux dans le Discord avec la communauté, voilà, pour engager les gens, pour qu'ils discutent, voilà, pour faire vivre la communauté. Ça c'est important. Côté gaming, on a plein de plans d'adaptation de cet univers War Thugs, en fait. C'est un espèce de mix entre GTA, Risk et Monopoly, l'univers, et ce qu'on veut en faire. Donc du jeu de rôle, au tour par tour, stratégique, quelque chose comme ça, avec de la conquête de territoire, avec les gangs. Donc l'idée, c'est de reprendre un peu le storytelling avec des histoires de gangs, de contrôle de territoire et de quartier au sein d'une ville qui va s'appeler Satoshi City. Donc voilà, hein, toujours un petit rappel avec le Web3, avec les cryptos. On est en train de peaufiner la réécriture du storytelling, mais en gros, il y a une grosse histoire où les thugs, voilà, ça se passe dans le futur. Les thugs, ils dealent du shitcoin, par exemple, ou du CBD. Donc voilà, il y a toute une histoire qu'on va bientôt, très bientôt, publier sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse s'imprégner du storytelling et de notre lore. Et du coup, effectivement, voilà, le gaming, tout l'accès gaming va être orienté par rapport à notre lore, à notre storytelling, dans Satoshi City avec des gangs, du contrôle de territoire, du CBD, etc. Et bien sûr, du trading crypto, des shitcoins, voilà. Enfin, il y a tout ça qui est repris. Donc ça, c'est la partie gaming. Et après, au-delà de ça, pour aussi récompenser les membres de la famille, on a un catalogue du club privé. Donc, faut aussi voir cette famille, cette Tux Family, Tux Life, comme un club privé en fait, hein, pour lequel les membres vont bénéficier davantage sur des produits IRL. Donc, pas que IRL, mais il y a pas mal de produits IRL.
Donc quand je dis IRL, c'est in real life, dans la vraie vie, c'est-à-dire des produits potentiellement physiques, pas que des produits Web3, quoi, on va dire. Donc essentiellement des produits non Web3. Et donc typiquement, alors on reviendra peut-être dessus après, hein, parce que il me semble que tu as une question là-dessus. Mais du coup voilà, on a des avantages qui sont apportés pour les membres de la famille sur des produits, et donc voilà, on est en perpétuelle évolution du catalogue pour faire entrer de nouvelles marques, apporter encore des plus d'avantages et des nouveaux avantages aux membres. Donc voilà, c'est quelque chose qui va faire que grossir ce catalogue. Donc on peut déjà voilà avoir un burger sur Paris grâce à notre NFT. Donc on reviendra dessus plus tard s'il faut. Donc voilà, ça c'est un autre aspect de la communauté. Et au-delà de ça, on fait plein de choses nouvelles pour engager la communauté, pour faire des événements cool. Donc on fait des événements IRL sur Paris, des espèces d'apéros, des événements aussi en side event, des différents events Web3 qui peuvent exister. On organise également, on a été le premier à le faire, mais on a été les premiers à organiser un showcase de rap français dans le métaverse. Et on continue à le faire. Du coup, on veut développer ça. On veut développer les événements musicaux street dans le métaverse. Ça passe par les open mic où on invite des rappeurs, où on leur met une instru en live dans le métaverse et donc tout le monde entend. Et eux, ils prennent le micro et ils vont poser des textes sur cet instrumental qui tourne. Et les rappeurs se relaient. Et donc c'est assez cool. Derrière, on va pouvoir faire des vrais events à terme quand on va évoluer. Donc voilà, il y a tout cet aspect métaverse. On fait des quiz aussi, on fait des chasses au trésor dans le métaverse. Donc il y a plein de choses. On essaye d'innover avec tous les events qu'on peut faire pour vraiment apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui plaît aux gens. Et que derrière, après, s'ils kiffent les événements, ils vont en parler et ils vont continuer à partager la Tux Family au reste du monde. Donc voilà, spread the word. Et on fait plein d'autres choses. Je vous invite à découvrir tout ce qu'on fait sur tous nos médias, sur YouTube, Twitter, le Discord, surtout c'est très important le Discord. On fait du sniping NFT collaboratif aussi tous les mercredis soirs pour apprendre à détecter des nouvelles collections NFT, comment investir sur les collections NFT avec des outils, analyser l'évolution du floor price, etc. Investir de manière collaborative en équipe sur un wallet et partir sur des collections qui ont des gros prix d'entrée sur lesquels vous ne pourriez peut-être pas investir avec votre portefeuille personnel. Donc voilà, on fait plein de choses. L'éducation trading, n'hésitez pas à aller voir sur notre Discord. Ok, bon, c'est très riche et ta communauté effectivement a l'air de bénéficier de beaucoup d'avantages. Alors justement, tu parlais avec le private club des avantages qui sont réservés aux holders. Je pense que ça vaut la peine aussi qu'on s'attarde quelques minutes sur justement votre stratégie de mint. Alors je rappelle que votre mint il est toujours en cours. Bien entendu, on n'en parle pas pour donner un conseil financier, c'est pas du tout l'objet de ce podcast, mais je trouve que c'est intéressant que tu nous en dises un petit mot sur pourquoi justement vous avez choisi une stratégie de slow mint versus plutôt une grande majorité de projets qui choisissent des stratégies de fast mint avec un objectif de sold out en quelques minutes ou quelques heures. Voilà pourquoi le slow mint. Alors, il faut savoir que nous, on est parti sur cette notion de slow mint que d'ailleurs j'ai inventé, hein, parce qu'en fait, ça existait pas vraiment comme notion. J'essaie de la pousser d'ailleurs, donc je suis content parce que ça commence à être repris un peu par d'autres collections, mais qui sont dans le même cas que nous au final. Mais en fait, nous, quand on a lancé, donc moi j'ai commencé à travailler à la collection en septembre 2021. Notre mint est ouvert depuis un an. Mais quand on a lancé le projet, on avait que des exemples de projets qui faisaient des sold out sur des 10 000, 20 000, 40 000 NFT. C'était le tout début et c'était la grosse hype des NFT. Je pense que d'ailleurs cette phase d'euphorie au début des NFT, on la retrouvera peut-être jamais. Mais du coup, effectivement, cette phase avait provoqué l'établissement d'un modèle que tout le monde pensait, on va dire, pour acquis, alors qu'en fait non. C'est-à-dire cette phase d'euphorie n'est pas à prendre pour modèle quand on réfléchit à tout ce qui se passe sur les NFT, etc. Quand on analyse ça, quand on veut lancer une collection, avoir des références, on va dire historiques, économiques, voilà, des faits historiques pour prendre en référence, pour établir une stratégie soi-même après pour son propre projet, etc. Donc moi j'avais anticipé le fait que ça ne durerait pas. Je savais que en fait les projets NFT en fait qui pouvaient faire des sold out comme ça, déjà c'était des projets qui étaient visibles.
on va dire, c'est la face visible de l'iceberg. Tous les projets NFT qu'on a vu réussir, etc., c'est des gens qui nous ont riches. C'est des projets qui ont réussi à nous riches grâce à leur marketing. Ils ont été visibles, on est tombé sur eux parce qu'ils avaient un budget marketing qui permettait de toucher des gens. Nous, on n'avait pas ce budget marketing. Moi, j'ai lancé la collection vraiment en degen avec le temps, les contacts, voilà, la sueur, la motivation, tout ce que tu veux, mais pas d'argent. Tu vois, donc du coup, on pouvait pas partir sur ce modèle qui reposait sur le hype et le FOMO nécessaire pour sold out et qui n'était obtenu que si tu pouvais avoir un budget marketing conséquent pour être visible, justement. Donc nous, on s'est dit, on n'a pas de budget marketing, donc on sera pas visible, donc on va marcher que sur le bouche à oreille, l'organique, etc. Donc on sait très bien qu'on va pas sold out les 911 NFT en 2 jours, tu vois, quand on va lancer le mint. Donc on le savait pertinemment. Donc du coup, c'est pour ça que moi, c'est plutôt une manière assumée de voir la chose différemment en fait et de dire non, on part sur un slow mint. On n'avait pas de budget marketing pour faire comme les autres. Et de toute façon, la plupart des autres projets NFT qui ont eu plein de gars qui ont minté et avec qui ils ont fait sold out, la plupart ne se sont même pas renseignés sur le projet, ne vont pas s'engager dans le projet. Et nous, c'est une cible qui ne nous intéresse pas de toute façon, en fin de compte. Si on veut faire vivre le projet, il faut que les gens soient impliqués dans le projet. Donc ça ne nous intéresse pas d'avoir ce qu'on appelle les flippers. Les gens qui achètent des NFT pour les revendre et ne s'impliquent pas dans le projet, n'apportent aucune valeur à la communauté, tu vois. Donc du coup, c'est tous ces éléments-là qui, dans ma réflexion, m'ont amené à qualifier notre mint de slow mint. Et là, d'ailleurs, en ce moment, on a relancé un nouveau concept que je suis assez fier aussi parce que c'est pas utilisé ailleurs. Donc, on lance aussi des concepts. On est des visionnaires chez Tux Life. Mais voilà, tu vois, là, on lance le principe de mort subite. Mint en mort subite qu'on appelle Sudden Death Mint. Donc, il faut un mint en moyenne par jour, sinon on le ferme. Et si pendant 2 jours consécutifs, il n'y a pas eu de mint, on va fermer le mint. Et du coup, pour acheter un NFT Tux, le seul autre endroit pour acheter un NFT Tux, pour en acquérir un, ce sera sur le marché secondaire, comme par exemple Magic Eden, l'équivalent d'OpenSea. Mais sur OpenSea, je crois qu'on a plus de Tux qui sont listés. Ils sont tous sur Magic Eden, donc voilà, ça va faire augmenter le floor price. Dès qu'on fermera le mint, les nouvelles personnes qui vont s'intéresser au projet et vouloir avoir un Tux, ils vont être obligés de l'acheter sur le marché secondaire. Il en reste que quelques-uns, je crois 3-4, sous le prix du mint, qui est de 0,911 Solana, donc à peu près moins de 20 balles, 15 euros je crois. Et du coup, ils seront obligés d'aller l'acheter plus cher sur le marketplace. Bah écoute, c'est très clair, merci pour ces précisions et puis c'est très smart aussi en tout cas. Si tu devais me dire le truc qui te fait le plus kiffer dans l'univers Web3, je pense que j'ai une petite idée, mais voilà, ce serait quoi? J'avoue, il y a énormément de choses qui me font kiffer dans le Web3. Moi, vraiment, ce qui me fait le plus kiffer dans le Web3, c'est les NFT, clairement. C'est vraiment là-dedans que je me spécialise, on va dire, et que je me passionne le plus à travers le Web3. Même si j'ai des petites bases quand même en trading, en DeFi, liquidity pool, lending, les différents protocoles, etc. qui existent. Je connais pas toutes les blockchains, mais effectivement, les NFT, c'est quelque chose qui me passionne énormément et le métaverse. Ok, très Je sais clair. pas si tu voulais quelque chose de plus granulaire. Non, écoute, c'est très bien. Je m'attendais à ce que tu me répondes communauté, mais je pense qu'en fait, t'en es tellement imprégné et ton discours nous l'a tellement montré que en fait, tu penses même plus parce que c'est tellement parti de toi que que voilà. Bah ouais, en fait, pour moi, c'est l'essence même, tu vois, le Web3, il existe grâce à la communauté, en fait, c'est natif, quoi, tu vois, pour moi, et d'ailleurs, enfin, mais c'est vrai, t'as raison que les gens ne le calculent pas forcément, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu inventer ce mot communauté, pour vraiment insister sur la valeur de la communauté, tu vois, qui apporte une vraie valeur économique au projet. Et effectivement, cette communauté, cette valeur communautaire, elle est intrinsèque au Web3 pour moi. C'est grâce, enfin, sur le Web3, on peut faire des choses justement grâce à la communauté. On peut fonder des groupes, monter des projets, et, bénéficier de la force de la communauté. En fait, c'est vraiment grâce à ça qu'on base la réussite d'un projet aussi. Donc ouais, moi c'est clairement important et effectivement j'aurais pu te répondre ça. Toi qui as lancé du coup ce projet Tux Life, si tu devais donner un super conseil à quelqu'un qui veut aussi lancer un projet Web3, un projet plutôt communautaire du coup, ce serait quoi ce super conseil?
Ouais, très très bonne question. Là, clairement, je vais vous faire un Rex, donc un retour d'expérience par rapport au lancement de mon projet Tux. Effectivement, avec le recul, peut-être que je l'aurais pas lancé comme ça. Peut-être que en fait, j'aurais essayé en fait d'adopter ce qui est pour moi le modèle à respecter. C'est si vous avez un travail, ne pas quitter votre travail pour lancer votre projet. Sauf si vous êtes dans une classe sociale qui vous permet de vivre aisément sans travailler, ça bien sûr. Mais du coup, si vous avez un travail, ne quittez pas votre job pour lancer votre projet Web3 en tout cas. Moi, mon conseil, c'est plutôt de travailler ça en side project, soirée, week-end, pour avancer le temps qu'il faut votre projet et arriver à un point d'avancée qui est satisfaisant pour ensuite essayer d'aller lever des fonds. Et je vous recommande vivement de travailler avec vos associés le projet dans l'ombre pour arriver à une valeur que vous pourrez mettre en avant lors de vos pitchs face aux investisseurs. Et le but, en fait, c'est de lancer le projet quand vous avez levé des fonds. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir lever des fonds. Et une fois que vous avez levé des fonds, monter la boîte, etc., là, vous pouvez planifier votre activité en tant que salarié dans cette boîte et quitter votre travail et devenir salarié de votre boîte qui a réussi à lever des fonds à travers un business plan établi. Donc, moi, je recommande fortement, si vous lancez votre projet Web3, vraiment, établissez un plan sur plusieurs années, un business plan pour le mettre en avant auprès des investisseurs, montrer que vous allez apporter de la valeur et que eux, ils vont avoir un ROI, donc un retour sur investissement, et quitter votre travail que si vous avez eu un financement et que vous avez monté votre boîte et que vous pouvez vous salarier de votre boîte liée au projet Web3. Voilà, ça c'est le conseil que je peux, pour éviter de passer par toutes les galères par lesquelles je suis passé, et je suis passé par des galères de pas loin de l'interdit bancaire, endettement personnel, pas loin d'être mis à la rue, je pouvais plus payer certains loyers, donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Effectivement, bah écoute, merci beaucoup en tout cas voilà pour ta sincérité parce que je pense que c'est un super conseil et oui au départ on peut bootstrapper et on peut faire ça à côté de son job et c'est le meilleur moyen de voilà de tester son idée, d'y aller et puis voilà le jour où on est suffisamment armé, on peut aller défendre ça devant des invests, effectivement ça peut permettre après en ayant levé de se sécuriser financièrement parce que bah voilà il faut on n'est jamais sûr à 100% que son projet va réussir quoi. Ok. Si tu devais nous parler d'un ou deux autres projets qui te tiennent à cœur et que tu suis en ce moment, voilà, ce serait quoi ces projets-là? Effectivement, j'ai deux projets particuliers qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier, c'est MetaFight. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est un projet de cartes de combattants MMA pour jouer des combats et gérer son propre gym avec des entraîneurs, etc., des améliorations de la salle. Et donc, c'est du play and earn. Vous faites vos combats et derrière, vous gagnez des rewards en crypto-monnaie. Donc, c'est un super projet. Gros big up à ce projet-là, qui est français d'ailleurs. Et également le deuxième projet dont je voulais vous parler en coup de cœur, c'est The Waldos Legend, qui est géré par Avida et Crespix, si vous reconnaissez les pseudos. Mais du coup, voilà, c'est du CBD. Hein. Concrètement, vous achetez leur NFT et vous avez une réduction sur des produits CBD qui sont d'une belle qualité. Et voilà, donc si vous êtes aficionado de CBD, fumeur de CBD ou même sous d'autres formes aussi, du coup n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce projet The Waldos Legend. Donc voilà, ça c'était les petites dédicaces que je voulais faire. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi. Effectivement, on salue l'équipe de MetaFight et notamment Thomas Chauveau qui était passé il y a une dizaine d'épisodes aussi dans le podcast. Est-ce que tu pourrais essayer de nous dire à quoi ressemble ton Web3 rêvé dans quelques années? Voilà, s'il prenait la meilleure direction possible, ce serait laquelle selon toi? Moi, je pense que clairement, alors moi, par rapport à cette question-là, je peux t'apporter deux réponses. Pour moi, donc le Web3 avec les cryptos, il faut, enfin je suis très content de l'avènement de la blockchain et des cryptos parce que de base, j'ai pas une grande confiance envers le système bancaire classique tel qu'on le connaît. Donc effectivement, j'espère que le Web3 va pouvoir se développer. Alors il va y avoir besoin de régulation, mais
j'espère qu'il y aura des régulations pas trop sévères et justement, là, on voit en ce moment qu'il y a des problèmes avec des banques qui avaient la confiance de beaucoup de firmes, etc. Donc, franchement, j'espère qu'il va commencer à y avoir un basculement envers le système crypto ou décentralisé, etc. Voilà, pour avancer et se libérer un peu de ce système bancaire classique qu'on connaît. Et autrement, les NFT, j'espère vraiment qu'à terme, voilà, grâce à la traçabilité, la certification, etc., qu'on pourra avoir effectivement des NFT un peu partout, là, sur la blockchain, pour des services, voilà, pour les jeux. Donc j'ai vraiment bon espoir sur différents cas d'usage qui vont être mis en place, notamment aussi avec les métaverses. J'espère que ça va réussir à être adopté massivement. Donc voilà, c'est vraiment autour de ça que s'oriente l'avenir du Web3, pour moi en tout cas, première phase. Ça marche, merci pour le partage et pour resituer le contexte, on est voilà au jour où on enregistre, on est quelques jours après voilà les très très grosses difficultés annoncées par The Silicon Valley Bank, qui a notamment entraîné voilà une baisse de plus de 10% du stablecoin USDC, ce qui a fait très très peur. Et aujourd'hui, bon là, au moment où on enregistre, on ne sait pas ce que ça donnera dans les prochains jours, mais en tout cas voilà, c'était pour resituer le contexte. Écoute, il me reste à te remercier, Julian, pour du coup pour ton temps, voilà, pour ta sincérité aussi dans l'échange, d'avoir pris le micro, c'est jamais simple. Et voilà, bravo pour tout ce que tu builds, pour ta Tux Family qui a l'air très soudée et voilà, qui a l'air d'être vraiment une communauté très singulière, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en tout cas. Et puis écoute, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ton parcours et puis aussi ton actu. Puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Alors, je vais me permettre déjà de faire un gros big up à Thomas Chauveau que tu as mentionné tout à l'heure, qui m'a énormément encouragé, qui m'a donné des petites astuces, qui m'a vraiment poussé. Et je pense que s'il n'avait pas été là, peut-être que j'aurais pu abandonner, craquer ou je sais pas. Donc voilà, je tenais vraiment à lui faire un gros big up et le remercier pour son soutien. Voilà. Donc ça me tenait à cœur. Après, je tenais à remercier aussi plein d'autres personnes, mais on va pas, voilà, c'est pas une session de dédicace. Donc vraiment tout le staff là qui m'accompagne actuellement, que ça soit le nouvel advisor qu'on va très bientôt annoncer publiquement, ou Lokef qui m'aide sur le gaming, etc., ou tous les autres membres du staff, ou nos négociaux qui est là depuis le début, c'est une machine en graphisme, etc. Et ouais, donc ça c'est une chose. Et il y avait une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner par rapport à Tax Life. Effectivement, avec Toys Life, en fait, je vais développer un hub qui permettra aux gens, en fait, de trouver du partage de ressources collaboratives sur tout le Web3, la tech, etc., qui sera public. Et également, je vais faire de la curation de CV et de profils pour les gens qui vont chercher du travail dans le Web3. Et je leur donnerai accès à un board privé, du coup, sur lequel on va faire du relais d'offres d'emploi et d'opportunités de job. Donc ça, on va le mettre en place d'ici 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être aussi un gros pan du projet, parce qu'on veut vraiment revenir un peu sur la tech, qui est très importante aussi dans le Web3, très des jeunes. Donc voilà, c'était important de le dire. Merci beaucoup pour ton invitation, Romain. Un grand plaisir de participer à ton podcast. Et puis d'ailleurs, je me permettrai de mettre une entrée vers tes podcasts dans le hub que j'ai mentionné, parce qu'on va aussi faire de la curation d'abonnements à des newsletters, etc., des ressources et tout. Donc tu as énormément, enfin tu as amplement ta place dans cet espace-là. Donc un gros big up à toi pour ton podcast et merci pour l'invitation. Super, écoute, c'est vraiment cool de ta part. Merci beaucoup. Good luck pour la suite. Et puis on allait l'oublier, mais on remercie aussi Ben Artuis qui nous a mis en relation pour cet épisode. On allait l'oublier, donc voilà. Salut Ben. Et oui, gros big up à Ben. Gros big up à Ben. Justement. Yes. Écoute, je te dis à très vite, Roulian. Et puis écoute, voilà, le meilleur pour la suite. Salut. Merci beaucoup. À bientôt, Romain. Salut, Tugs Life. N'oubliez jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.